voici donc pour la deuxième vidéo. Alors, j'ai bien conscience à la fois pour Patrick et Pascal et pour tout le monde de la frustration du temps qu'on est obligé de garder. On va donc donner la parole à Pascal en premier pour pouvoir alterner. Mais dans la première partie, vous nous avez dit que tout était école, qu'il n'y avait pas de déterminisme spatial et que l'espace ne cachait pas la question pédagogique. Mais dans la manière d'investir l'espace et de se positionner vis-à-vis des élèves, nos collègues de nos trois pays, en fait, laissent une certaine place à la prise de risque ou à la prise d'autonomie. C'est ce qui nous est montré dans cette vidéo. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire à ce sujet? Oui, enfin, pas grand-chose à dire, mais peut-être des questions à leur poser. Oui. Euh, bon, ce que je peux dire, c'est que c'est une question absolument essentielle et qui, à mon avis, génère un certain nombre de blocages dans les pratiques d'enseignement en France. Euh, et je crois il y a deux types de. Enfin, d'abord, il y a un constat. Le premier constat, c'est que on est très fréquemment dans des logiques de surveillance dans l'école française. Et par exemple, une cour de récréation, alors vous en avez peut-être parlé dans la, la séance sur la cour de récréation, mais une cour de récréation, c'est pensé pour être facilement surveillable. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, il y a deux points, et c'est là-dessus que j'aimerais bien avoir leur point de vue. C'est d'une part la question du risque qui me paraît centrale, hein, mais la question du risque à travers le rapport à la loi. Euh, que, que nous, quelles sont les situations de rapport à la loi auxquelles vous pouvez être confronté. Hein, on parle d'une société en France notamment, mais pas seulement, qui serait de plus en plus procédurière, ce qui peut avoir un effet un peu inquiétant pour les enseignants qui ne vont pas oser parfois faire certaines activités. Et puis la question du poids de ce que j'appellerais la société sécuritaire, hein, ou l'obsession sécuritaire qui est très forte en France, je crois, mais je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe ailleurs, et qui balaye tout. Hein. Je parle parfois d'une lame de fond quoi, qui va emporter beaucoup de choses. Voilà, donc j'aimerais bien les entendre là-dessus. Et puis j'ai beaucoup aimé la phrase de Michel, un enfant qui se fait mal, c'est la vie. Bah oui, c'est la vie et c'est comme ça qu'on apprend. C'est-à-dire que si un enfant ne marche pas, parce que c'est dangereux de marcher, on peut tomber, ben, il n'apprendra jamais à marcher. C'est ce qui fait dire à une de mes collègues que ne pas prendre de risques, c'est extrêmement dangereux. Mais voilà, j'aimerais bien les entendre là-dessus si c'est possible. Bien sûr. Est-ce que Michel, justement, tu veux donner quelques éléments de réponse par rapport au Canada à Pascal? Bien, bien sûr. Ben, premièrement, il faut s'entendre. Chaque enseignant est régi par le code de déontologie qui fait en sorte que tout ce qu'on fait, si on peut justifier qu'on n'est pas négligent dans notre approche, on est protégé. Deuxième chose, on doit suivre aussi les directives administratives de notre conseil scolaire qui ont fait approuver des activités par les assurances et qui nous dit de quelle activité qu'on peut faire jusqu'à quel âge. Donc, si on suit ces paramètres-là et on encadre le programme cadre, le curriculum d'enseignement, et on justifie qu'on n'est pas négligent, le risque est calculé. Maintenant, une autre chose aussi, il ne faut pas oublier, lorsqu'on fait des activités de canotage ou des randonnées, on commence toujours à petite bouchée. On n'embarque pas dans un grand voyage tout de suite. On commence des micro-activités, pour bâtir l'endurance physique de l'enfant, l'endurance mentale aussi de l'enfant. Et puis, on peut justifier le cheminement de l'enfant pour être prêt pour ces grandes activités-là. Donc, un enfant qui n'a pas démontré les atouts de responsabilité, fiabilité, autonomie, et ainsi de suite, risque de ne pas pouvoir aller sur ce voyage-là parce qu'on ne voudrait pas mettre les autres en danger. C'est des exceptions exceptionnelles qu'un enfant ne participerait pas, mais grosso modo, quand on peut justifier qu'on n'a pas été négligent, le risque, c'est un risque calculé. Quelqu'un avait mentionné, je crois que c'était Patrick, vous aviez mentionné que ce n'était pas le confort, ou peut-être Pascal, le confort de tous les enseignants d'être ce type d'enseignant-là.
Mais ça fait aussi partie du plan du chef d'établissement de cibler des enseignants qui sont engagés pour ce type d'enseignement-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on suit les étapes logiques. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que Clara ou Olivier, vous voulez réagir à cette question, même si dans vos activités, peut-être que c'est moins flagrant qu'en Norvège ou au Canada? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est moins flagrant, hein. Ça fait un peu rêver, hein. Moi, j'avoue que je prends des notes, là, je prends des idées aussi. Mais oui, moi, je dirais que bon, c'est sûr, peut-être que par moment, je ne vais pas dire qu'on est hors la loi, mais voilà, il y a une prise de risque qui est claire. On est transparent aussi avec la direction. Et bon, on a vraiment bâti, hein, Michel explique qu'il y a une démarche progressive. On travaille aussi ça, nous, avec les parents, hein. Donc, d'entrée de jeu, il y a une explication sur le fonctionnement, sur les projets qui sont menés, hein. Il y a une réunion de parents déjà, elle est plus officielle après 3 jours d'école. 2 semaines après, ils sont invités à une journée pêche autour d'un barbecue. Donc voilà, elle a amené petit à petit pour aboutir après sur des projets qui peuvent paraître plus dangereux, mais bon, voilà, on n'a jamais eu de gros soucis à ce niveau-là. Il y a vraiment une relation qui s'établit avec les familles, c'est très très important aussi. Alors, sans vouloir répondre à la place de Torbjörn, parce qu'il n'est pas là, il nous avait quand même dit dans l'entretien, même si c'est un peu visible déjà dans la vidéo que vous avez regardée, qu'il y avait tout un travail de mise en confiance des familles, un peu comme tu le dis là, Olivier, pour faire en sorte qu'ils adhèrent à ce projet et à cette prise de risque qu'on propose à leurs élèves. Et en même temps, il y a tout un système de certification qui fait qu'on a le droit petit à petit d'utiliser certains objets ou qu'on a le droit d'aller dans certains endroits. Mais il notait vraiment qu'en Norvège, il y avait ce besoin de montrer aux familles la joie qu'avaient les enfants de participer pour justement avoir l'adhésion des familles. Si je peux ajouter une dernière petite chose aussi qui serait intéressant, nous, on est très fort sur le partenariat avec des partenaires communautaires et puis on forme aussi des partenariats avec le ministère des Ressources naturelles pour la pêche et faune et ainsi de suite, ce qui encadre tout le concept d'être selon les paramètres légaux. Merci de cette précision, tu as raison. Patrick, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Oui, aussi, il faut me surveiller, hein, parce que je pourrais être démesurément long. Voilà, merci. Je suis voilà, un peu intrigué par cette question de l'autonomie. L'autonomie est devenue, je pense que dans tous les systèmes scolaires dont nous sommes les éléments les uns les autres, une sorte de tarte à la crème, hein, du curriculum. Les élèves doivent être autonomes, à mon avis, c'est plutôt une bonne idée. En France, on est passé de manière assez violente au début des années 90 à un système qui gravitait quand même beaucoup autour de l'État, à un système dans lequel on a dit que l'enfant était désormais au centre du système éducatif, ce qui était absolument inouï, hein, pour l'école de la République. Elle n'a pas du tout été pensée comme ça, où l'enfant devait être capable de passer un certain type de contrat pédagogique avec ses enseignants, de penser à son orientation, d'assumer des responsabilités civiques au sein de l'établissement. Voilà, il y a eu en tout cas dans les textes une habilitation considérable de la notion d'autonomie. La question est de savoir si le système scolaire suit et s'il est capable d'outiller les élèves pour ça. Et force est de constater, de mon point de vue, qu'une grande part de l'autonomie, je crois, et c'est une des questions que je voudrais poser justement aux collègues qui nous font le plaisir et l'honneur de nous montrer ce qu'ils font, il me semble que l'autonomie qui est visée ici, c'est quand même surtout une autonomie que j'appellerais comportementale, c'est-à-dire une autonomie qui permet de se débrouiller dans des situations parfois un peu d'urgence, hein, qui sont celles de la vie, qui visent ce que des psychologues chez nous, comme André Tricot, appellent des aspects adaptatifs, c'est-à-dire qui sont ceux qui ont fait que l'humanité a réussi à survivre jusqu'à nos jours. Mais, dit-il aussi, à l'école, on apprend un autre type d'autonomie, qui est une autonomie qui est davantage une autonomie de secondarisation du monde, qui permet de ne pas résoudre des situations simplement ici et maintenant, mais de se projeter, y compris de faire des calculs sur des choses qui n'existent pas et qui n'existeront jamais, voilà, qui est une forme de littératie, pour employer ce terme aujourd'hui un peu diffusé, qui ne relève pas du même type d'autonomie. Moi, ce que je remarque, c'est que les enfants de milieu populaire, ils se débrouillent beaucoup mieux que les autres dans des situations où l'autonomie comportementale est engagée, et que si on les mettait dans la forêt canadienne, sur des canaux, etc., ils se débrouilleraient beaucoup mieux.
les élèves de la périphérie parisienne auprès desquels j'enquête, souvent que les élèves du 5e arrondissement de Paris, qui est l'établissement avec l'arrondissement avec les établissements scolaires les plus prestigieux, je suis sûr que les seconds ne vivraient pas 10 minutes alors que les autres survivraient. Vraiment, c'est un peu une caricature que je présente. Alors que l'autonomie intellectuelle, eh bien, elle est assez différente. La question que je voudrais poser à nos amis, c'est pensez-vous qu'il y a un transfert, parce que ça a l'air un peu présupposé dans ce qu'ils font, est-ce qu'il y a du transfert entre cette autonomie comportementale acquise dans des situations un peu à risque et l'autonomie s'orienter dans la pensée, comme disait Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, et qui est quand même toujours l'objectif que nous suivons un peu. Est-ce que ça va de soi, est-ce que ça va tout seul, et est-ce que l'organisation des espaces, et je dirais du temps, peut quelque chose à ça? Je m'arrête là juste en faisant un point sur le fait que, plus encore que la maîtrise de l'espace, la maîtrise du temps dans les trajectoires scolaires semble tout à fait importante. Ça a été montré par pas mal de travaux. Le fait d'être capable de s'avancer, de ne pas travailler au coup par coup, à l'arrache, comme disaient les élèves français, d'anticiper, etc., de faire le rapport, le tissage entre le cours qu'on a eu et les exercices qui sont faits. Ça, c'est vraiment des caractéristiques de l'autonomie intellectuelle. Je ne sais pas si le fait de s'en tenir à l'espace seul, mais je ne crois pas que c'est ce que vous fassiez non plus, permet de répondre à ces questions, à mon avis, d'une difficulté supérieure à celle, j'allais dire, de l'adaptation à l'espace. Michel, est-ce que tu aurais des éléments de réponse à apporter à Patrick? Ben, c'est une grande question qui est très difficile à répondre parce que c'est des réponses où on a besoin du temps pour découvrir ces découvertes pour les enfants. Tout ce que je peux dire, c'est que ça l'aide à l'enfant à réfléchir aussi sur toute la plateforme. Là, c'est parce qu'il faut prendre en considération le contexte. Et puis, si on a le contexte d'une randonnée en canotage et ainsi de suite, c'est pour refléter les intérêts ainsi que notre culture dans notre région. Et puis, des activités de ce genre peuvent aider l'enfant à apprendre à être autonome par lui-même, dire quand est le meilleur temps d'aller à la pêche ou regarder son environnement et prendre des décisions réfléchies basées sur son vécu. Quand vient la question intellectuelle, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on cherche à développer les habiletés, les aptitudes, à titre d'exemple, la fiabilité, l'autonomie, le courage, persévérance, la collaboration, en espérant que ça peut déclencher chez l'enfant cet aspect-là, mais c'est que c'est difficile à mesurer. Est-ce que ça a un impact sur l'autonomie intellectuelle? Je sais que ça fait grandir des enfants, ça fait vieillir des enfants, ça remet les choses en perspective pour eux quand ils quittent sur des longs voyages. Est-ce que ça a un impact à la source de l'enfant? Définitivement. Est-ce que ça a un lien intellectuel? J'ose croire que oui, mais très difficile à mesurer. Si ça répond à ta question. Ah, apparemment, oui, tout à fait. Olivier ou Clara, peut-être que dans votre proposition, les choses sont différentes? Je rejoins aussi ce que dit Michel, mais je pense aussi que toutes ces activités, et c'est vrai que Patrick a totalement raison, hein, le fait de se développer comme ça, ses compétences dans les enfants issus du milieu populaire vont plus se débrouiller, hein, je vais dire, dans l'inconnu, hein, là où, de par les échecs et les difficultés scolaires, ils ont développé un tas de stratégies pour, quelque part, fuir l'effort cognitif en classe. Là où on remarque, nous, sur les 2 années qu'on passe avec les enfants, c'est malgré tout une certaine progression, un certain développement dans la confiance, dans l'estime de soi, et se dire, si j'ai été capable de réagir positivement par rapport à une situation-là, mais peut-être que le pari, c'est que ça puisse à un moment donné faire tache d'huile. Maintenant, je pense que ça se fait aussi sur une très très longue période. Hein, mais voilà, c'est deux choses qui sont un petit peu comme ça sur une balance, et les transferts ne sont pas forcément immédiats et évidents. Alors, écoutez, je pense que c'est une bonne transition justement pour la troisième partie de notre soirée où justement dans les 3 pays, vous nous avez parlé du développement des compétences psychosociales ou compétences du 21e siècle selon la manière dont vous les appelez. Donc, je vous propose un troisième passage vidéo qui va aborder cette question et on continuera nos échanges juste après.